des fois, on est rassuré d'avoir assez vite des réactions extérieures, une approbation extérieure. Et on l'a pas parce que c'est trop tôt. Et donc, parfois, il faut avancer seul. Il faut faire le premier pas, en fait. Et Oui. quand on met cette énergie-là, on crée un mouvement déjà intérieur. Et je pense qu'en général, dans l'énergie de l'univers, c'est plus facile de joindre un mouvement que de joindre quelque chose qui stagne, tout simplement. Visez la lune, au pire vous atteindrez les étoiles, disait Oscar Wilde. Je suis Isabelle Lahière, journaliste et artiste, qui croit fermement qu'agir pour atteindre ses rêves est le premier pas vers le bonheur. Avec Visez la lune, je vous propose de partir ensemble à la rencontre de personnalités qui ont bravé les épreuves pour atteindre leurs rêves, ceci afin de vous inspirer à avancer vous aussi vers les vôtres. Parce qu'on n'a qu'une vie, alors autant qu'elle soit la plus belle possible. Bienvenue dans Viser la Lune. Nous sommes en plein confinement et pourtant, grâce à la technologie, nous avons le plaisir d'être aujourd'hui en compagnie d'une chanteuse internationale, plus d'1 million d'albums vendus dans le monde en 10 ans, 3 victoires de la musique et surtout un chant qui réchauffe les cœurs et touche les âmes. Bienvenue Yael Naïm. Merci. Merci infiniment d'être avec nous. Alors comment ça se passe le confinement ? Étrangement bien. Je découvre qu'on peut, en tout cas que je suis capable de faire beaucoup moins, de rester à la maison et de faire des choses simples et que tout va bien quand même. Parce que tu es hyper active en général ? Non. D'accord. Donc tu approfondis. J'approfondis quelque chose que j'aime bien déjà à la base et que la vie fait qu'on peut pas rester chez soi sans fin et effectivement là on doit. Donc Ouais, tu le transformes en opportunité. Tu es à Paris, toi, là ? en banlieue parisienne. D'accord. Donc, Yael, dans Viser la Lune, on retrace le parcours des invités qui sont partis à la conquête de leurs rêves, pour découvrir, pour comprendre, pour apprendre aussi. Est-ce que toi, tu es d'accord de faire ce voyage avec nous ? Puisque je suis là. Écoute, c'est parti. Toi, tu es né à Paris, mais en fait, tu n'es pas resté très longtemps. Non, mes parents ont déménagé à Tel Aviv quand j'avais 4 ans. Tes parents, ils sont d'origine juive tunisienne. Oui. 4 ans, tu te rappelles d'avant tes 4 ans de Paris, ou tu étais trop petite ? Je sais pas si je mélange les images de photos ou les histoires, mais en tout cas, je me rappelle juste que j'ai quitté la neige et que j'ai été vers les petites robes d'été et la mer. Donc ça, je me rappelle de cette sensation, en tout cas. D'accord, mais ça t'a pas fait un choc ou une perturbation particulière, quoi. Oui, quand même, mais comme n'importe quel changement, c'est-à-dire que à Paris, les enfants, en tout cas, nous, on parlait avec la voix un peu comme ça, et en Israël, ils parlaient avec la voix beaucoup plus grave, donc t'es un peu différent. Donc au début, de toute façon, on se moque un peu de toi, mais bon, ça a pas duré longtemps. Oui, J'ai aimé très vite. Ils faisaient quoi tes parents ? Alors mon père, il avait plein de périodes. Il faisait un peu, on va dire, forme de mode, c'est-à-dire il avait des magasins d'habits. Et dans une deuxième épisode, il fabriquait des objets artisanaux. Et ma mère est esthéticienne. Et tu as des frères et sœurs ? Oui, j'ai 2 frères. Un qui est actuellement en confinement avec nous, qui fait de la musique et Ah, qui est incroyable. Et un autre qui vient d'Israël. ça veut dire que la musique, ça fait partie de votre famille ? Oui, mon père aimait jouer la musique et chanter, et c'est lui qui nous a un peu donné le goût. Parce que toi, tu as très, très jeune appris la musique. À quel âge tu as commencé ? Vers 9 ans, en fait, Mhm. on avait un petit orgue Farfisa et une guitare. Et très vite, je m'ennuyais de jouer. Vous voyez, il y a toujours quelqu'un qui connaît une mélodie qui peut te l'apprendre, mais voilà, il n'y avait pas plus, donc j'ai réclamé. Et on m'a inscrit à des cours, et très vite, mon père, encore une fois, s'est un peu renseigné. Et un jour, il m'a dit, écoute, si tu veux vraiment te développer, si tu aimes vraiment ça, un vrai piano, tu peux mieux te développer avec un vrai piano qu'avec les petits orgues de maison. Donc, je me suis mis à rêver d'un vrai piano. Et en fait, ils n'avaient pas d'argent. Et quelques mois plus tard, voilà, ils ont décidé de s'endetter et ils ont acheté un piano qu'ils ont mis dans ma chambre. Donc, c'était un événement très, très fort. Et j'ai plus jamais quitté le piano depuis, en fait. Parce qu'ils ont senti qu'il y avait quelque chose de spécial pour toi là.
Je pense qui qu'ils fait en un sont. effet quand même. Oui, je pense que c'était un mélange de plein de choses. Oui, ils ont senti que j'avais une forte envie. Et mon père, il a toujours été comme ça. En fait, il faisait des coups de. C'est pas qu'il misait, mais il n'avait pas peur de faire des gros pas, quitte à se tromper ou à revendre le piano s'il faut. Mais voilà, il y allait quoi. Parce qu'il s'est dit que tu pourrais devenir musicienne dans la vie. Je sais pas si c'est à ce stade-là, si c'était une pensée carriériste comme ça. Je crois juste qu'ils ont senti que c'était très fort. Je sais que pour lui, la musique, c'était très fort aussi dans son enfance. Et je pense qu'il croyait profondément que la musique, de toute façon, moi, j'y crois aussi. C'est-à-dire que c'est quelque chose de très, très fondamental et très important. Donc nous, dans notre culture, on met plus en valeur les maths et l'écriture. Mais à cet âge-là, ça développe voilà, des choses très importantes dans le caractère, dans le cerveau. C'est très important pour le développement. Et lui, il était fou de musique. Donc, je pense qu'il avait envie de répondre à cet appel-là qui était très fort chez moi. Et bon, disons qu'ils avaient quand même un feedback des profs que j'étais douée ou que c'était facile pour moi, donc ils ont été quoi. Tu te rappelles de ta première révélation sur la musique? Oui. Première révélation, c'était vraiment très simple, c'est-à-dire que quand j'ai reçu les premières partitions, je crois que c'était Mozart et que j'ai pu en lisant les déchiffrer et les jouer, je sais que pour moi, c'était de l'ordre du miracle. C'est-à-dire T'avais quel âge? 9-10 ans. Donc, j'aimais vraiment le fait que le truc, il est écrit et quelques minutes plus tard, plus ou moins, tu peux, je sais pas, jouer cette musique, ces harmonies, ces trucs, ça me rendait vraiment dingue. Et pas longtemps après, j'ai vu le film Amadeus, ce qui a vraiment enfoncé le clou parce que j'ai vu en plus ce personnage et ce génie. En plus, le film, il est magnifique. Donc, c'est complètement rock'n'roll. C'est pas du tout la vision de la musique classique comme on peut la voir parfois dans les conservatoires. Là, ça m'a vendu le rêve, en fait, de ce personnage. Bon, même s'il meurt à la fin, mais la plupart des artistes à l'époque que je regardais avaient des fins tragiques. Donc, je me suis dit, OK, je serai musicienne, j'aurai une fin tragique comme tout le monde, mais je vais être musicienne. Quitte à avoir une fin tragique, voilà. Autant vivre sa passion. Je veux faire ce truc. Donc ça, c'était une sensation forte. Et après, il y avait peut-être une deuxième qui a déclenché la voix. En fait, j'ai découvert les vinyles de mes parents. Il y avait les Beatles. J'ai commencé à écouter les Beatles. Donc, je suis devenue obsessive avec Let It Be. J'avais à peu près 11 ou 12 ans. Et je commençais déjà à écrire mes petites chansons. Voilà, je finissais le classique et je commençais à écrire. Et je crois que j'ai dû apercevoir une annonce, faire une genre de compétition du quartier, tu vois, de chansons pour les enfants. Ouais. Et ça m'a intriguée, donc je me suis présentée. Et il fallait choisir une reprise. Et en fait, il y avait une instru, il fallait chanter là-dessus. Et puis il y avait une compétition sur scène, donc on a répété pendant quelques semaines. Et là où c'était important pour moi, c'est que je voulais pas choisir une reprise, je voulais absolument faire une de mes chansons parce que je savais que, en fait, le gars avait un studio et il enregistrait les instrus. Donc, je voulais enregistrer ma chanson. C'était ma première opportunité pour enregistrer. Et du coup, il m'a juste prévenu. Il m'a dit, voilà, si tu fais une chanson à toi, personne la connaît, les gens vont pas voter pour toi, donc tu vas perdre. Tu sais que t'as aucune chance. Donc, je dis, je m'en fous de gagner, mais je veux enregistrer ma chanson. Donc, c'était bon. On a été en studio, on a enregistré. J'ai adoré l'expérience. Donc, en fait, déjà petite, tu préfères ne pas gagner, mais tu comprends que c'est ton opportunité pour enregistrer. C'est quand même incroyable d'avoir ça en tête à cet âge-là. Je sais pas, c'est juste que j'avais ma chanson, je voulais l'entendre. Et ouais, effectivement, pour moi, ça avait une valeur d'avoir cet enregistrement-là et Bref, après, ce qui était, je trouve assez incroyable, en tout cas comme, je sais pas comment dire, comme genre de leçon de vie pour une fille de 2 ans, c'est que finalement, les gens, ils ont voté pour ma chanson. C'est-à-dire, c'était vraiment un truc de petit quartier, hein, et en plus, j'ai gagné avec ma chanson. Donc, voilà, c'était vraiment, on va dire, le début pour moi du fait que je me suis dit, OK, je peux faire mes chansons et je sais pas avoir la récompense à la fin, mais c'est que quand on fait vraiment un truc jusqu'au bout, qu'on aime et qu'on est sincère, et ben, il y a pas de règles vraiment. Tout peut se passer après. Tout est possible. Voilà, contre les règles même, voilà. Ah, c'est magnifique. Elle parlait de quoi, cette chanson? Bon, c'était une chanson d'amour pour des amoureux que je n'avais pas encore, mais que j'imaginais. J'avais 12 ans. Hein.
Donc voilà, donc après, j'ai gagné une petite somme d'argent qui m'a permis d'acheter mon premier micro et un petit enregistreur. Et c'est comme ça, en fait, que j'ai commencé à un petit niveau à enregistrer mes morceaux. Et donc, c'était important, en tout cas, comme déclencheur. Et Voilà, de là, tu as après, continué la musique? oui, après, il y avait des trucs, voilà, qui sont professionnalisés. J'ai fait une école de musique, j'ai fait un lycée. Donc, mon bac était littérature musique. 2 jours par semaine, je faisais que de la musique, la théorie, l'histoire, de la musique, etc. Et ça, c'était vraiment intéressant. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que tu as dû partir faire ton service militaire parce que les femmes le font aussi en Israël. Tu Mhm. as 18 ans, c'est ça? Oui, j'ai 18 ans, j'ai zéro conscience politique et je vais faire comme tout le monde. Donc, je me voyais absolument pas faire autre chose que la musique. Et on va dire, comme tout le monde le font, il y a un peu tous les corps de métier. J'ai fait les auditions et j'ai chanté pour un big band, en fait, de la part de l'armée, mais c'était un big band de jazz. Et donc, D'accord, j'ai à côté de tourné. l'armée, on a des activités et donc toi, ton activité, c'était de chanter, c'est ça? Voilà. Et donc, j'ai tourné avec ce big band qui appartenait à l'armée avec de la pop, du jazz pendant 2 ans. Donc, c'était finalement, j'ai pas senti en fait le truc passer. Et à côté de ça, j'avais un groupe, j'ai monté un groupe pour faire mes chansons avec des potes et je l'ai appelé The Anti-Collision. Et donc de là, tu finis l'armée, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, l'heureux hasard fait que j'avais ma famille à Paris par, je me rappelle plus qui connaissait qui, on m'a invité pour une soirée et il se trouve qu'il y avait des producteurs ou des gens de EMI dans la salle. Ça a déclenché un rendez-vous et je me suis retrouvée 4 jours plus tard avec un contrat dans la main. Voilà, tu étais à un concert de charité, c'est ça? Voilà. Et donc, je décide au bout d'une semaine que, bah, puisque je peux, encore une fois, enregistrer mes morceaux, et bah, je déménage à Paris. D'accord. Donc, juste pour en revenir à ton adolescence, donc toi, ton rêve, c'est de devenir chanteuse musicienne. Là, c'est clair et net pour toi à l'adolescence. Oui, à cette époque-là, donc, oui, je découvre Johnny Mitchell. Et en fait, comme Johnny Mitchell ou Nina Simone, comme elles ont eu un genre de pont entre la musique classique, le jazz et le singer-songwriter, et que moi, j'étais un peu dans ce croisement-là, je me suis dit, bah, ok, alors, c'est possible et je vais faire un genre de mélange de tout ce que je suis, c'est-à-dire de la musique classique, voilà, je vais faire une salade et cette Mhm. salade va être mon projet et donc je savais que c'était quelque chose que c'était mes compositions, que j'avais des textes, que je voulais les chanter, les jouer, les arranger parce que je faisais ça déjà. J'espérais que ça allait se passer bien. Tu Ça n'a avais pas un toujours été le plan. cas. Non. Ah oui. Non, c'est-à-dire, j'avais beaucoup de prétentions et beaucoup d'espérance et je pense que j'étais un peu naïve donc j'ai pas du tout imaginé les difficultés. C'était quoi les difficultés principalement? Ah bah tout, c'est-à-dire tout ce qu'on peut vivre quand on essaye de faire de la musique, c'est-à-dire que ça marche pas et puis même Mhm. quand on rencontre des gens, c'est pas forcément les bons au début, donc on fait des faux chemins, on s'éloigne complètement de ce qu'on est. En tout cas, moi, je me suis éloignée. Il faut quand même marier le fait de gagner sa vie et de faire ce qu'on aime. Donc en fait, j'ai eu beaucoup de chance dans certains domaines. En fait, j'étais fait d'une manière où je crois que très vite, je me suis pas laissé le choix. Donc ça m'a toujours sauvée. C'est-à-dire Mhm. que j'ai vraiment senti que j'avais pas le choix. C'est-à-dire que je pouvais absolument pas faire autre chose. Et je passais 100% de ma journée. C'est-à-dire, quand je dis 8 heures par jour à travailler le piano, c'était pas une blague. C'est-à-dire, je pensais qu'à ça, je voulais faire que ça et ça m'habitait complètement. Donc, en fait, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai commencé assez vite chaque fois à mon échelle à gagner un peu ma vie avec la musique. Donc quand j'étais ado, j'enregistrais d'autres gens, ils me payaient pour faire des arrangements. Plus tard, c'était à Paris, bon, un contrat, donc j'avais une petite avance qui m'a permis de survivre et de tenir pendant les mois où je faisais ce projet. Et après, j'ai travaillé dans la musique. Donc en fait, là, j'ai eu beaucoup de chance. Et Mhm. peut-être malgré que j'étais dans la musique, que je gagnais ma vie et que ça avait l'air d'être facile, de vraiment trouver sa voix et de sentir qu'on est sincère et qu'on n'a pas triché, et ben c'est très long et parfois très douloureux. En tout cas, ça a Oui. été long et douloureux parce que je pense que tout d'abord, on rencontre toutes les voix intérieures qu'on a entendues toute notre vie. Donc, je pense que tout d'abord, on rencontre nos propres démons Ouais. ou nos propres peurs.
Et je pense que ça, c'est le plus gros du problème. Parce que quand nous, on est sûr et qu'on a beau à nous faire peur, on y va. Mais quand nous, on a une fragilité, bah, les voix extérieures viennent s'y mettre dans ces fragilités-là. T'entends tout et n'importe quoi, chacun sait ce qu'il faut faire, chacun te conseille, chacun fantasme sur toi autre chose. Et à force de bonne volonté, bah, tu te perds. Donc, je pense que c'est valable pour beaucoup, beaucoup de gens qui montent de projets. C'est à quel moment fermer la porte pour essayer de comprendre déjà qu'est-ce qui est essentiel pour toi, et à quel moment on ouvre la porte pour pouvoir peut-être collaborer, s'ouvrir, aérer les idées, réfléchir ensemble et avoir un peu de recul sur ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est quoi? C'est l'expérience qui fait qu'on finit par trouver? C'est quoi d'autre? Chacun son histoire. Moi, il fallait que je fasse plein de faux chemins, plein de rencontres qui n'étaient pas celles qui me rendaient heureuse, plein de collaborations différentes et voir qu'il y a plein de manières de voir différentes et qu'en fait, chacun pense qu'il détient une forme de vérité. En fait, quand quelqu'un a une démarche personnelle de créer quelque chose, de toute façon, ça n'existe pas. On n'est pas pareil, chacun a sa personnalité, donc chacun avec son cocktail de qui il est va créer quelque chose qui est unique de toute façon. Et donc, quand on essaie de créer quelque chose d'unique, il n'y a pas de modèle. Et nous, en tant qu'humains, ça nous rassure d'avoir un modèle. Donc, les gens, on va dire, des maisons de disques vont fantasmer de refaire du Adele fois 100 ou de Amy Winehouse fois 1000. Et en tout cas, le dernier succès, ça va être le success model. Et donc, voilà. Donc, en fait, je pense que le danger, c'est d'essayer de rentrer dans une boîte qui est rassurante et qui rassure tout le monde et qui nous rassure soi-même. Et le truc le plus flippant, c'est de commencer un chemin qui est absolument pas rassurant, qui va peut-être échouer, et de faire les choses parce que pour le bonheur que ça nous donne de les faire, tout simplement. Et comment un artiste fait face à un label pour imposer justement ce qu'il a envie réellement de faire? Je pense que c'est très difficile d'imposer. C'est pour ça que je disais les démons intérieurs, c'est-à-dire que si nous-mêmes on est prêts à faire, c'est-à-dire, je sais que ça m'est arrivé, ça nous est arrivé 2 fois, une fois pour le premier album, j'avais pas de label, je me suis enfermée avec David et j'ai enregistré la musique que j'ai voulu. On est toujours libre en quelque sorte, surtout aujourd'hui avec un ordinateur et une carte son, on enregistre ce qu'on veut. Donc on n'a pas besoin d'imposer à quelqu'un, on a juste besoin de faire le tri de ce qui est important pour nous. Si tu veux absolument travailler avec un label et que eux ils veulent pas faire ce que tu veux, ben on n'est pas obligé de travailler ensemble. Oui. Ils sont pas obligés de la même manière que t'es pas obligé de faire un truc qui te plaît pas. Donc personne n'est obligé. Chacun est libre. Oui. Et dans ce respect-là de la liberté mutuelle, soit on avance tout seul, soit on avance et les gens nous rejoignent petit à petit, ce qui arrive souvent. En tout cas, dans mon histoire, chaque fois que j'ai exposé les projets dans une étape première ou prématurée, soit ça crée beaucoup de fantasmes et du coup, bah, tu peux finir dans des directions qui n'étaient pas forcément celles que tu veux, parce que le projet n'est pas fait, donc il y a une petite idée, donc voilà, ça laisse beaucoup de place aux fantasmes. Et donc, dans les 2 cas, c'est-à-dire du premier album, j'ai dû avancer seule. Donc, le premier album, c'était avec David. David Donatien, du coup. Donatien. On a enregistré pendant 2 ans et demi le projet, sans argent, sans maison de disque, sans penser même que ça allait sortir. Et comme on n'avait rien, on a fait avec ce qu'on avait. C'est-à-dire, on n'avait pas plein de choses. On s'est retrouvé à faire des rythmiques avec du riz qu'on secouait sur un truc. J'ai pris des pinceaux sur sur une chaise en plastique. Et quand tu montes le son, bah, ça fait comme des balais sur une batterie. Donc, en fait, on se met à inventer des choses. Déjà Et à par, vous amuser en plus. voilà. Donc, 2 ans et demi d'amusement. Et tout d'un coup, au bout de 2 ans, chaque fois que quelqu'un me demandait ce que je faisais, que je faisais écouter un peu, bah, tout d'un coup, ça touchait. Et les gens commençaient à faire écouter à des gens et on se retrouvait avec du n'importe quoi, c'est-à-dire avec tous les labels de Paris qui nous font des offres et des offres et des offres. Et on a fini par choisir tôt ou tard, et Vincent Frerbeau, qui ont une compréhension du projet, qui ont une philosophie de laisser les artistes libres. Et donc voilà, on avait fini déjà la prod de ces projets quand on a rencontré les partenaires. Donc c'est vrai que c'est dans ce sens-là où je dis que des fois on est rassuré d'avoir assez vite des réactions extérieures et une approbation extérieure. Et on l'a pas parce que c'est trop tôt. Et donc parfois il faut avancer seul. Il faut faire le premier pas en fait.
Et Oui. quand on met cette énergie-là, on crée un mouvement déjà intérieur. Et je pense qu'en général, dans l'énergie de l'univers, c'est plus facile de joindre un mouvement que de joindre quelque chose qui stagne, tout simplement. Donc finalement, toi, tu dis ne pas attendre qu'on vienne nous chercher, générer ses propres projets, mais aussi pour être vraiment en accord avec son cœur, avec son âme, et surtout pas essayer de faire semblant pour faire plaisir aux uns et aux autres. Et là, de là, il y a des choses qui vont se passer parce qu'aussi il y a quelque chose de vrai et d'essentiel. Exactement. C'est-à-dire que c'est vraiment énergétique. Je pense que quand on vibre nous-mêmes, cette vibration, elle est réelle dans le monde réel et ça crée, c'est comme une pierre dans l'eau, ça va créer des vagues. Tu parles aussi d'une autre chose. La Bajon, dans une autre interview, nous en parlait. Elle dit on ne réussit pas seul, mais que la difficulté, c'est de trouver la personne ou les personnes avec qui vraiment ça match. Vous avez eu cette chance, David Donatien et toi, de vous être retrouvés, d'avoir les mêmes envies à ce moment-là. Oui, alors, on ne réussit pas seul, mais j'ai des contre-exemples de gens qui ont attendu toute leur vie. Un jour, une personne va les comprendre et va les aider. Donc, Ah, je veux juste, voilà, mentionner, moi, je pense que, effectivement, après, il y a des gens qui nous rejoignent. Donc, ça peut être une personne comme moi, David, comme moi, j'ai eu avec David. Mais j'étais déjà dans cette décision. Je suis en train de faire mon projet. Voilà, j'ai lancé dans mon énergie intérieure ce truc de je suis en train de faire ça. Et je rencontre David. Donc, je oui. pense que ça commence vraiment par un élan intérieur très fort. Et effectivement, on va rencontrer après des gens merveilleux qui vont être en accord avec ce truc-là, avec nous, en fait. Ouais, c'est important ce que tu dis, ne pas attendre qu'on vienne nous chercher, mais il faut y aller. Et quand c'est juste, ça vient, mais ne certainement pas attendre. Entre-temps, donc votre album Yael Naïm, il est sorti en 2007. Entre-temps, il t'est arrivé quand même une aventure. C'est que tu avais fait partie tu avais rencontré Elie Chouraki et tu as fait partie des comédies musicales Les 10 Commandements et Spartacus le Gladiateur. Ça a dû être quand même aussi intéressant comme expérience. Pas pour, pas pour moi. Non, pour moi, c'était vraiment du travail. Et j'étais très reconnaissante d'avoir ce travail. D'accord, c'était une façon de gagner ta vie. Ouais. D'accord, mais c'était Mais pas. Mhm. non, non, c'était pas du tout dans un univers musical que j'aimais. Mais avec tout le respect, parce que c'est des gens qui font des choses, donc j'ai toujours du respect pour les gens qui font. Mais j'étais pas à ma place artistiquement et donc à un moment je l'ai mal vécu. Mais encore une fois, on a tous des goûts différents, donc c'était une expérience professionnelle importante et je suis reconnaissante que j'ai eu ça sur mon chemin, mais je l'ai mal vécu. Tu es sortie de là un peu abîmée, du coup, tu trouves? Non, en fait c'est juste que ça a fait un détour. C'est comme si j'étais dans une genre de peut-être détermination. J'avais pas de peur avant. Quand je suis venue à Paris, j'avais tout quitté pour faire mon projet. J'avais pas le choix. Et je suis venue pour faire mon projet. Et tout d'un coup, il y avait le choix. Et il y avait un autre monde qui existait, avec beaucoup de fantasmes, encore une fois. Euh, Oui, je sentais juste que je m'éloignais de pourquoi j'avais quitté tant de choses pour réaliser quelque chose d'important. Et c'est devenu plus qu'un travail. Ça devait prendre une certaine place, ça a pris plus de place que ça devait. Et donc voilà, ça fait peut-être ça n'a pas fait un détour, hein, peut-être dans l'histoire c'est exactement comme ça que ça devait se passer, mais j'ai senti que ça me faisait un détour. Tu es sortie de là, c'est toi qui as décidé de sortir ou l'aventure s'est terminée? J'ai décidé de sortir. Il y avait, je crois, un voyage au Japon et je voulais pas le faire, donc j'ai donné, je me rappelle plus, j'ai donné une somme qui était n'importe quoi. Et ils m'ont surpris, ils ont accepté. Et bon, après, je me suis dit que c'était quand même une folie parce qu'avec la somme, j'aurais pu produire plein de trucs, j'aurais pu acheter du matériel, etc. Mais j'ai senti qu'il fallait plus que j'aille dans la direction je sais pas, d'un Ouais. confort, on va dire. Que Ouais, tu là, as racheté ton contrat pour prendre ta liberté. ouais, il fallait que je sorte du confort et que j'ai plus le choix encore une fois. Et donc je me suis pas laissé le choix. J'ai galéré quand même pendant quelques années, mais galéré gentiment, c'est-à-dire juste financièrement. Et c'est pendant Et cette voilà. période-là que je rencontre David, etc., que je libère l'espace et le temps pour faire ce projet. Fin de la première partie de l'épisode.